Johan, est-ce que tu peux commencer cette discussion déjà en te présentant, tout simplement? Eh ben, moi, je suis Johan Richaume, skipper du bateau Paprec Arkea. J'ai 41 ans et 2 enfants. Pas de chien, pas de chat. Alors raconte-nous un peu ton parcours vers la voile de compétition, sans évidemment rentrer dans tous les détails, mais comment t'es arrivé dans cet univers de la course au large? Je suis arrivé dans la course au large parce que j'ai fait des belles rencontres, notamment en école d'architecture navale, donc j'avais déjà une petite appétence pour la voile, où j'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie de faire du bateau, de la compétition, et notamment le Tour de France à la voile. J'en ai fait 8, je crois. Et ensuite, j'ai été embauché par Nicolas Luneven pour préparer son Figaro. Et là, j'ai fait la solitaire du Figaro de 2010 à 2019. J'ai fait 8 éditions aussi, je crois. Et puis les choses se sont un peu enchaînées parce qu'au début, j'ai quand même fait de la voile juste pour découvrir un peu la compétition au large. Et en fait, ça m'a plu, j'ai eu des bons résultats. Et donc, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Après plusieurs routes du Rhum, Jacques Vabre, premier Vendée Globe à venir. Mais tu avais quand même découvert la voile en famille d'abord. La voile, c'était c'était surtout les croisières familiales l'été sur le bateau de mes grands-parents qui habitaient à Port-Navalo. Et puis plus tard sur le bateau de mes parents, puisque mes parents avaient acheté un bateau et on l'a envoyé aux États-Unis parce qu'on a vécu 4 ans aux États-Unis et quand on est revenu avec ce bateau-là, à la voile avec mon père, en traversant l'Atlantique ensemble. Donc là, c'est les premières sensations de large, d'envie de voir plus grand que juste des régates autour de 3 bouées. À cette époque-là, il n'y avait pas d'histoire de régate, j'en faisais pas du tout. C'était vraiment que la voile croisière, plaisir. Et puis, c'est les premières expériences de large, effectivement, notamment une traversée vers les Bermudes très tempétueuse qui a failli me faire renoncer à la suite du voyage. Et je m'étais quand même dit, c'est quand même une chance un peu inouïe que de traverser l'Atlantique, donc tu vas te botter les fesses, mon gars, et puis tu vas aller finir ce voyage. Et en fait, la suite de la croisière était juste fantastique, très tranquille, très belle. Et voilà, après, je ne pense pas que je recherche que des traversées au large. C'est surtout la compétition ensuite qui m'a amené à vouloir continuer dans la voile. Parce que tu étais compétiteur ailleurs. Avant, tu avais fait plein d'autres sports et que là, le goût de la compète s'était aiguisé. Ouais, j'ai toujours fait d'autres sports. Je suis passé un petit peu comme tous les garçons par le foot. Aux États-Unis, j'ai découvert plein d'autres sports, le lacrosse, de la lutte gréco-romaine. Voilà, j'ai un peu, on va dire, touché à tout d'une certaine manière. Et de retour en France, j'ai joué au rugby aussi. Donc j'ai toujours eu cette appétence pour le sport, surtout les sports co. Voilà, et après, voilà, mon appétence pour la compétition, elle s'est surtout développée en équipage, sur les Fastnet ou les Tours de France ou des choses comme ça. Et c'est que plus tard que je suis passé au solitaire, parce que le solitaire, c'est ce qui fonctionne en France comme type d'épreuve. C'est là où il y a les projets sportifs les plus intéressants aujourd'hui. Donc c'était un petit peu par obligation que je suis allé faire du solitaire. Parce que finalement, tu n'as pas plus de goût que ça pour le solitaire. Je pense que si je pouvais choisir, je ne ferais pas ça en solitaire. C'est pour ça que c'est bien, 1 an sur 2, généralement, on fait des épreuves en double. J'adore le double, j'adore l'équipage. Je me suis au fur et à mesure du temps habitué au solitaire. Je m'y suis fait, mais clairement, là, aujourd'hui, je ne vais pas faire le Vendée Globe pour passer 80 jours tout seul. C'est pas mon kiff. Ça te fait peur? Non, ça ne me fait pas peur, puisque ça fait 15 ans maintenant que je fais de la course au large en solitaire, donc j'ai eu le temps quand même de m'habituer à tout ça. Et puis c'est un exercice qui au final est super intéressant que de savoir naviguer sur des bateaux de 18 mètres aussi rapides que ceux que l'on a entre les mains et de pouvoir le mener seul, c'est un défi hyper intéressant. Mais c'est l'aspect longueur du Vendée Globe, c'est quand même la première fois que tu vas avoir cette épreuve-là à traverser, quoi. Oui, le Vendée Globe, c'est on va dire entre 70 et 80 jours. Donc forcément, ça sera au moins 4 fois plus long que ma transat la plus longue aujourd'hui. Donc c'est un challenge, mais on sait aussi que
Après 10 jours, 12 jours, on commence à rentrer dans un rythme à bord et ça devient quelque chose d'agréable, une habitude. Voilà, après, bon, là, c'est sûr que c'est un petit peu extrême, 80 jours, surtout on va passer la période des fêtes dans les mers du Sud, on sera forcément dans des contrées un peu mal pavées et pas très fréquentées. Donc il y a une notion un peu aventure, risque qui est quand même aussi intéressante dans ces projets-là. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas trop l'aspect solitude qui me fait peur. Est-ce que c'est des choses que voilà, tu as discuté avec tes copains qui l'ont déjà fait, qui ont déjà vécu ce genre de choses, cette gestion de la solitude sur un long temps? Et là, je pense plus à la gestion du bonhomme physiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire, là où il faut s'économiser? J'ai pas mal échangé avec certains qui ont déjà fait le Vendée Globe. Le problème, c'est qu'ils sont tous idiots, hein. Donc ils y retournent tous et ils ont tous oublié à quel point c'est dur. Donc, donc ils m'ont pas donné de conseils comme quoi il fallait pas que j'y aille. Et après, sur la gestion du bonhomme, c'est plus soit des distractions pour un peu s'évader ou un peu de méthodologie dans l'approche des discussions voilà, avec les copains, les proches, l'équipe ou des choses comme ça, mais rien de trop spécifique. Et ils ont pas, il n'y en a aucun qui a un mauvais souvenir de cette solitude-là. Et c'est pas ce qui est sur le dessus de la pile, en tout cas, quand on parle aux marins du Vendée Globe. Et alors toi, tu as prévu quoi, par exemple, pour tes distractions? Distraction, alors moi déjà j'écoute beaucoup de podcasts de base, donc j'en faisais déjà beaucoup en Figaro à une époque, je sais pas, je pouvais avoir 15 heures de podcast dans les oreilles par jour. J'aime bien, ça me tient compagnie. Là, il y a ça, je suis passé pas mal aux livres sur les petites tablettes Kobo, là. Donc ça permet de tourner les pages sans les abîmer et de pas perdre le fil de son livre. Et donc ça, j'ai commencé à pas mal lire de bouquins en mer. Et puis ça peut être une petite vidéo ou deux ou un petit film parce qu'il y a des grandes longueurs ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, j'ai pas eu vraiment l'occasion de me faire ça. Mais en tout cas, j'en aurai en réserve pour le Vendée Globe. Ouais. Et sur la gestion du bonhomme, vraiment, puisqu'on y est, parlons-en, sur la gestion du sommeil, c'est vrai que tes expériences, elles sont sur des transats, sur des solitaires du Figaro, où on sait que là, vous êtes prêt à taper dedans vraiment et à vous mettre dans des situations assez extrêmes en termes de fatigue. Comment tu appréhendes ce Vendée et comment tu l'as préparé là-dessus? Ouais, la fatigue sur le Vendée, c'est quelque chose de pas évident. On peut estimer qu'on ne sera pas sur un rythme solitaire du Figaro où les étapes durent 3 jours. On n'est pas sur un sprint transatlantique où ça dure une dizaine de jours. Mais d'un autre côté, il y a des phases super importantes, notamment toute la phase départ, les 4-5 premiers jours, un petit peu comme une Route du Rhum ou une Jacques Vabre, ils sont critiques. Si tu rates l'engagement des premiers jours, tu peux te faire distancer, c'est terminé. Peut-être que les premiers, tu ne les reverras jamais. Donc c'est une sorte de mise en route qu'il ne faut pas rater. C'est la première ligne droite vers les Alizés ou quelque chose comme ça, où tu vois, il faut être présent. Donc là, direct d'entrée, tu sais que tu vas taper dans tes réserves. Tu vas finir à 4-5 jours quasi oxy. Et après, va falloir récupérer parce que si tu sais qu'il y aura des moments plus calmes dans la descente de l'Atlantique, entre par exemple, je sais pas, Madère et le Cap-Vert, où tu sais que tu arriveras à avoir un rythme un peu plus coulé et obtenir un peu plus de sommeil. Donc voilà, c'est pas parce que tu pars par 80 jours que tu vas avoir un rythme lent dès le début. Je pense enfin en tout cas pour ce qui est de l'avant de la flotte, les 10-15 premiers, il y a un rythme hyper soutenu d'entrée et on l'a bien vu sur les transats aussi. Donc tu as vraiment une phase départ et puis après ça rentre dans un rythme un peu plus lent. Et puis aussi, il y a moins de proximité souvent ensuite entre les bateaux, donc tu es moins le couteau entre les dents. Voilà. Et puis souvent, il y a les difficultés après d'entrer dans les mers du Sud, où il y a un choc de température. On repasse de l'été, parce qu'on aura quitté l'hiver européen, on sera passé dans l'été, enfin quasi permanent autour de l'équateur, pour retomber dans l'hiver en bas, même si c'est l'été austral. Il fera froid, il fera gris. Et donc là, en termes de morale, c'est dur, et c'est long parce que tu sais que tu en as pour un mois. Donc là, c'est pareil, il y a une espèce de réserve personnelle d'énergie, de motivation qu'il
qu'il faut préserver. Mais bon, voilà, à ce moment-là, la course est déjà lancée. Et c'est pas évident à gérer. L'épreuve peut se découper en plein de petites phases, mais ça dépendra toujours de l'écart avec les autres, la pression que l'on a, les qualités de notre bateau, les problématiques techniques que l'on a aussi. Donc c'est sûr que par exemple, les problématiques techniques, c'est beaucoup d'énergie gâchée d'une certaine manière, même si on sait qu'on va tous en avoir, parce que c'est quasi impossible de maintenir ces bateaux en ordre de marche parfait au-delà d'une dizaine, quinzaine de jours. Donc on sait qu'on aura des réparations à faire, donc ça va forcément nous coûter et de l'énergie et de la vitesse à un moment, parce qu'il faudra peut-être ralentir pour réparer. Donc voilà, c'est une gestion un peu globale de tout ça. Ce n'est pas que l'effort que l'on va mettre dans l'épreuve sportive en elle-même, c'est aussi l'épreuve de maintenir ce bateau au potentiel le plus élevé de performance. Et ça, c'est un enjeu qui est vraiment pas neutre aujourd'hui, qu'on a des machines semi-volantes qui sont fragiles. Voilà. Ça reste des objets mécaniques, de très beaux objets, passionnants, mais il faut en prendre soin. Et sauf que c'est très difficile de ressentir les choses. Ce n'est pas des choses très palpables, hein, les chocs que prennent le bateau, les efforts dans les cordages, dans les poulies. Donc c'est une espèce de vérification permanente du bateau que l'on doit faire pour essayer de devancer les problèmes, parce qu'on sait que les problèmes, ensuite, tu les empiles, et puis c'est ça qui te coûte de la performance, de la distance sur tes concurrents, et qui après te plombe le moral, et tu rentres dans des petits cercles vicieux assez néfastes. La gestion du moral, là, justement, comment tu envisages les choses? Pareil, hein, on sait que c'est un ascenseur émotionnel sur 3 mois. Comment on se prépare à ça? Parce que ça fait partie du plaisir, j'imagine aussi. Mais on sait bien qu'on peut y laisser des plumes, on peut perdre du temps, on peut perdre de la lucidité. Ouais, la gestion mentale, elle est compliquée sur un Vendée Globe, parce que dès le départ, tu as un engagement émotionnel qui est hyper fort. Il y a une charge hyper forte au départ, on le sait, en partie due au challenge qui est de faire le tour du monde à la voile en solitaire, mais aussi du monde qui est là, des gens présents et cette pression que l'on ressent. Donc déjà, cette phase-là à gérer, c'est plus ça qui me fait peur, mais c'est ce aussi à quoi je me prépare. Donc j'ai fait pas mal de préparation mentale sur cette phase-là. Et ensuite, sur toutes les phases, effectivement, pendant la course, où ça pourrait mal se passer, je pourrais être décroché du paquet de tête, souffrir une avarie qui me coûterait en performance jusqu'au bout, tu vois, je ne sais pas, peut-être à la fin de la première semaine, perdre un foil et devoir faire tout le tour du monde avec un seul côté, quoi. Ça serait dommage, ça serait très loin du projet que l'on a en tête. Mais ça reste une possibilité, ça reste un sport mécanique et il y aura peut-être des problèmes qui vont faire que je ne pourrai pas utiliser mon bateau à 100% tout le temps. Donc ça, il faut s'y préparer mentalement. J'ai fait beaucoup de travail avec ma préparatrice mentale là-dessus. Il y a des phases aussi où voilà, on sait que ça va aller mieux ou moins bien, mais il faut arriver à se recentrer, à recentrer ses objectifs pour toujours garder une motivation, même si on est 5e, 6e, 7e, 10e, je ne sais pas trop. Essayer de se battre pour quand même avancer et se donner des petits objectifs atteignables, de la même manière qu'on ne regarde pas le Vendée Globe en parlant de l'arrivée. On sait qu'on a d'abord à descendre l'Atlantique, puis faire les mers du Sud. Voilà, on découpe tout ça en petits objectifs qui nous permettent d'envisager les journées les unes après les autres. Alors, puisqu'on est dans la dimension psychologique, restons-y. Pareil sur l'adversité, évidemment, tu vas arriver avec une pancarte de favori, tout le monde va t'en parler. Tu sais que sportivement, tu as toutes les cartes en main pour jouer devant et être dans ceux qui impriment le rythme. Tu nous l'as montré sur toutes tes dernières courses. Comment tu gères ça? 1, la pancarte de favori. 2, ensuite, le paysage autour de toi et ce que vont faire tous ceux qu'on attend en tête de flotte pour être toi dans ton rythme et pas forcément influencé tant en termes de stratégie que d'engagement par les autres. Ouais, alors c'est sûr qu'on arrive au Vendée Globe en faisant partie des favoris. C'est sûr qu'en remportant 2 des 4 dernières transats, on ne s'est pas facilité la tâche vis-à-vis de cet argument-là. Ça ne me fait pas trop plaisir d'être dans les favoris d'une certaine manière, mais d'une autre manière, c'est qu'on a fait du bon travail jusque-là.
On a intégré la classe IMOCA il y a 2 ans. J'avais jamais imaginé qu'on pourrait truster les premières places dès notre première saison. Donc ça déjà c'est un bilan qui est hyper positif, qui est génial et qui récompense le travail de toute l'équipe. Donc maintenant voilà, on arrive au Vendée Globe avec une étiquette de favori. Je pense qu'on est globalement 5-6 on va dire pour la victoire. 5, 6, 7. Il y a des bateaux qui ont un peu augmenté leur niveau de performance dernièrement. Donc je ne me sens pas un peu seul non plus avec mon étiquette. Je pense d'ailleurs qu'elle est plutôt assez bien répartie entre Charlie, Thomas, Jérémy, moi, voilà, et puis peut-être Boris, Sam, les 2 Sam, les 2 Anglais du coup. Donc voilà, je pense que personne ressent une pression plus grande que les autres. Ce qui est bien, ça nous met après sur un pied d'égalité. Après à gérer, je vais te dire, ce qui est devenu facile, c'est que depuis quelques années, j'ai cette étiquette-là, donc j'ai appris à la gérer avec le temps. D'ailleurs, je m'en préoccupe pas beaucoup. C'est vraiment pas quelque chose qui me travaille. Et ensuite, on sait qu'il y a des phases dans le Vendée Globe qui nous seront plus ou moins favorables. Notamment, normalement, les mers du Sud. Et donc, la phase avant, la descente de l'Atlantique, nous est peut-être un peu moins favorable. Donc, il va falloir peut-être accepter de ne pas être au top dans certaines parties pour être plus à l'aise dans d'autres parties. Donc, voilà, l'enjeu est plus compliqué que de simplement dire je pars devant et j'allonge la foulée et je ne serai jamais rattrapé, ce qui serait très joli et je veux bien prendre ce scénario-là. Mais voilà, il faut se préparer, je pense, à une lutte un petit peu plus comme la dernière fois, où on a eu le droit à des redéparts, des nouveaux scénarios qui ont fait que les échappés se sont toujours fait rattraper, sont toujours fait ramener. Et du coup, même avec 5, 600, 800 000 d'avance, ce n'est pas suffisant pour estimer que le break est fait. Donc voilà, il faut aussi, ça fait un peu, tous ces aspects-là font qu'on doit avoir une stabilité mentale irréprochable et pas s'enflammer au moindre pépin ou à la moindre avance, parce que ça va être tellement long et tellement dur de maintenir un niveau élevé de performance homme et bateau sur les 80 jours que voilà, c'est pas fini avant la fin. Et on l'a vu sur d'autres éditions d'ailleurs, où certains ont eu des dégâts aux Açores au retour. À 4 jours de l'arrivée, 5 jours de l'arrivée, même pas. Donc je pense que voilà, la méfiance est de mise. Alors dans cet ordre d'idées, d'adversité, toi tu disais que dans ce que tu as appris là ces dernières années, dans ta progression, on peut qualifier de fulgurante quand même, hein. Il y a eu un déclic et puis après tu t'es mis à gagner un peu sur tous les supports où tu arrivais. C'est que tu étais devenu un attaquant qui savait gérer ses coups dans ta gestion de l'engagement que tu mets. Est-ce que là c'est un terrain de jeu parfait pour le tester sur 3 mois? Ouais, c'est un bon exercice sur le Vendée que de savoir gérer ses coups. C'est quelque chose que j'ai appris à faire avec les années, parce que avant je lâchais mes coups un peu facilement et il y avait beaucoup d'erreurs, donc j'ai appris avec le temps à mieux réfléchir, à mieux peser mes arguments dans mes décisions. Et du coup, le Vendée, ça va être des dizaines et des dizaines de coups à suivre. Donc ça, c'est forcément intéressant. Il y a beaucoup de schémas météo différents. Je me suis vraiment passionné pour ces analyses météo que j'ai faites notamment lors du dernier Vendée Globe. Et du coup, là c'est le terrain de jeu rêvé. Hein. Puis avec les mers du Sud qui sont grandes ouvertes, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Après, voilà, il y a une notion de prise de risque qui est intéressante, mais elle est à double tranchant dans les choix stratégiques. Ça peut vraiment se retourner contre nous si on a mal estimé nos gains et nos pertes potentielles. Et c'est ça qui fait un peu peur des fois quand tu es un peu un attaquant, quoi. C'est que tu sais que c'est une qualité, mais qui peut être un défaut rapidement aussi, parce que si tu te prends les pieds dans le tapis et tu te fais distancer et que tu revois jamais le paquet de devant, et alors que c'était, je sais pas, tu vois, le premier coup dans le golfe de Gascogne, waouh, ça va être long le Vendée Globe. Du coup, non,
voilà, j'essaye de partir avec un état d'esprit assez focus sur une performance assez rectiligne, on va dire, et pas tout miser sur des prises de risques insensées dans cette épreuve. Une des clés, ça sera sans doute aussi la capacité que vous aurez à gérer ces bateaux qui sont devenus très durs. Moi, j'aimerais avoir un peu ton ressenti après ces 4 transats de l'année et ces premières navigations sur ce bateau. Tu as beaucoup travaillé sur l'ergonomie, tu sembles avoir trouvé plein de solutions qui te permettent d'absorber. Est-ce que ça t'inquiète, cette notion de vie à bord, tout simplement, et de sécurité et de bien-être du bonhomme? Ouais, la notion de sécurité, de confort à bord et de performance, je pense que ce bateau en est parfaitement la synthèse. Je pense qu'on a clairement le meilleur bateau sur ces arguments-là. Il est vraiment exceptionnel. On a un cockpit très ergonomique, très fermé, très étanche, avec une vision extérieure super agréable, ce qui nous permet d'emmagasiner un peu de lumière du jour, alors que pour beaucoup, un Vendée Globe va se passer à l'intérieur dans une boîte noire. On a un siège très confortable, amorti, on a des distances pour faire les manœuvres de l'ordinateur à un winch ou quoi que ce soit qui sont toutes très réduites. On a un espace sommeil qui est dans le noir complet, dans un cocon. Donc même si le bateau se met à faire des roulés ou quoi que ce soit, on a 30 cm de mouvement de chaque côté, tout en pouvant piloter le bateau en gros depuis la bannette. Donc je pense qu'on est arrivé à un résultat assez exceptionnel. En plus, on est sur un bateau qui est silencieux, ce qui est, enfin, disons, il siffle pas comme beaucoup d'autres bateaux. Du coup, ça fait du bien. On n'est pas avec un casque anti-bruit en permanence. Et en plus, le design de sa carène est vraiment fait pour passer dans la mer forte et formée, ce qui du coup crée un petit handicap quand la mer est plate parce qu'on n'est pas le bateau le plus performant. Et par contre, là, un confort et un passage dans la mer incroyable, avec notamment un des défauts des anciens bateaux, c'était les planter dans les vagues. Donc quand le bateau va plus vite que les vagues, au portant, on les rattrape et met le nez dedans et plante, et il faisait des arrêts buffets. Et là, on a plutôt un bateau qui ressort naturellement, et c'est assez génial à voir. Et surtout, ça améliore la sécurité et puis le confort. Et ben forcément, tout ça étant lié, généralement, si moi je suis plus en sécurité, je me sens mieux et j'arrive à mieux dormir, j'ai un meilleur niveau d'énergie, je suis aussi plus d'attaque derrière, donc tout ça c'est lié à la performance. Mais tu vas quand même emmener un casque, là j'entends un casque de protection, pas un casque anti-bruit, mais un casque de protection. Tu as des genouillères, il y a des choses comme ça qui t'ont, dans les 4 transats que vous avez disputés, sauté aux yeux en te disant « Ah là, il faut que je prévoie quand même un petit coin en mousse parce que ça va mal finir ». Non, dans le bateau, on n'a que quelques protections en mousse sur des endroits qui peuvent être un petit peu agressifs. On a un casque, mais qui n'est utilisé que pour la montée au mât. Le reste du temps, je n'en ressens pas le besoin. Et puis les genouillères, je les utilise surtout pour les départs de course, quand les manœuvres s'enchaînent ou que la mer est très très dure et qu'on met un gros rythme dans la navigation. Là, généralement, je passe mes 3-4 premiers jours avec les genouillères. Mais globalement, on n'en ressent vraiment pas le besoin dans ce bateau de se surprotéger et c'est assez génial, ouais, c'est assez rassurant. Ça veut dire aussi que tu auras moins froid dans ce bateau, hein. Le froid, je ne sais pas trop comment l'estimer. Alors, on a déjà eu froid sur The Transat CIC où on a pris 0 degré vers Terre-Neuve et ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que du coup, comme j'ai un espace de vie qui est unique de manœuvre et de vie, ça fait une cellule assez fermée que je suis obligé de ventiler un peu pour ne pas avoir de buée. Mais par contre, il y a beaucoup de vitrage, donc ça fait un petit effet de serre aussi assez intéressant. Donc je me suis plutôt senti très très bien. Le seul défaut de nos bateaux aujourd'hui dans la façon dont ils sont construits, c'est qu'ils perlent beaucoup, enfin il y a beaucoup de condensation dans les bateaux. Donc on se retrouve très vite avec de l'eau en permanence dans les fonds du bateau, qu'on est obligé d'éponger, mais surtout on ne peut rien laisser traîner, quoi. Et tout est un petit peu humide. Donc ça c'est le seul côté un peu délicat à gérer. Après dans le Vendée Globe, historiquement, ça descend rarement vers 0, plutôt vers 5 degrés.
Et les jours de froid, on peut en avoir 2, 3, 4, mais ce n'est pas non plus un mois dans le grand froid. Surtout qu'aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique, la zone des glaces, elle est plutôt nord. Donc on a plutôt des éléments qui nous éloignent du grand froid de l'Antarctique. Toi, ça ne t'inquiète pas, sur toi le marin, de vivre ces 2 mois dans cette machine à laver qui secoue fort. Oui, les bateaux, ils secouent fort, ils sont vraiment usants, ça c'est sûr. C'est des bateaux, ils sont éreintants, ils sont violents. Malgré tout, je pense que je suis dans une catégorie de bateaux plutôt favorable, mais, euh, mais on est habitué. On a fait beaucoup de milles, hein, on a quasiment l'équivalent d'un tour du monde sur ces bateaux déjà. Malgré tout, oui, on va les détester à l'arrivée, c'est sûr. On va en avoir marre. Et puis l'endroit est quand même petit. Enfin, globalement, tu n'as pas envie de vivre 80 jours là-dedans, hein, ça c'est clair. Donc c'est là où il va falloir trouver des moments de plaisir, où on va pouvoir sortir, s'aérer, pouvoir se changer, tu vois, se doucher. Il y a plein de petits plaisirs qu'il va falloir accumuler tous les jours pour qu'on ait une sorte de bien-être à bord. Parce que c'est vrai que ça reste des petites boîtes fermées dans lesquelles on va vivre pendant 3 mois. Plus généralement sur le Vendée Globe, quelle image toi tu as du Vendée dans ta vie d'amateur de voile? Comment tu l'as rencontré? Qu'est-ce que ça a suscité chez toi? Quels souvenirs tu gardes? Le premier Vendée Globe dont je me souviens vraiment, c'est 2004. Roland Jourdain avait fait construire un bateau chez JMV à Cherbourg. Et j'étais allé le voir en construction. Et j'ai été allé voir le départ avec mon père. Voilà, donc je garde un peu ce premier souvenir. Ensuite, un peu tous les faits de course qu'on a tous vus, hein, les chavirages de Jean Le Cam, les dématages, les casses de quilles de Jean-Pierre Dick, des choses comme ça. Malgré tout, par-dessus tout ça, j'ai plutôt des souvenirs de bagarres, de régates, notamment d'Armel et François, et d'Armel avec Alex Thompson, où voilà, on sent qu'il y a une vraie sélection qui se fait dans le Vendée Globe, où certains n'arrivent pas à tenir le rythme, en tout cas le marin ou le bateau. Et donc il en reste plus que 2 ou 3 à un moment, et puis là il y a une bagarre intense qui se lance pendant plusieurs semaines. Ça c'est des souvenirs que j'ai en tête. Et l'autre souvenir que j'ai, c'est en 2011, je crois. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. En fait, François Gabard, il fait du Figaro. Il fait 3 solitaires, tu vois, donc jusqu'à 2011. Et après, il décide de se lancer Vendée Globe avec Massif. Et je me rappelle me dire, mais je ne comprends pas très bien pourquoi il a envie d'aller faire ça. Bon, sauf que François, il est toujours en avance sur nous. Donc, nous, il nous a fallu 10 ans de plus avec certains, genre Nico ou d'autres, pour atteindre le Vendée Globe. Et donc, au début, je n'avais pas du tout envie de faire cette épreuve-là. Je vais te dire, d'un autre côté, je pense que j'en avais pas le niveau. Et avec le temps, les choses ayant évolué, j'ai fait de l'IMOCA, j'ai fait du classe 40, j'ai construit des bateaux, j'ai eu des victoires. Et en fait, l'envie s'est développée de vraiment vouloir faire un Vendée Globe, puisque c'était un autre accomplissement par rapport à une solitaire du Figaro. Ça demande d'autres qualités. Ça te permet de construire des bateaux dédiés à ce projet-là, qui sont super intéressants technologiquement, d'embarquer toute une équipe avec nous, alors pas à bord, mais dans l'aventure. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Par contre, il y a quelque chose que je regretterai jamais, c'est d'avoir 40 ans pour faire mon premier Vendée Globe, parce que je pense que ça demande quand même un sacré lot d'expérience. Et du coup, je trouve que ça tombe au bon moment pour moi. Alors j'ai attendu, soit, mais maintenant j'y suis. Une question rapide là-dessus, j'y pense là comme ça dans ce que tu dis. Et alors par exemple, comment tu regardes une Violette qui arrive à 23 ans? Bah, en soi, Violette, elle arrive à 23 ans, mais elle fait le Vendée Globe quand elle veut. Elle a le niveau sportif pour le faire. C'est une fille totalement étonnante, hein, qui a progressé hyper vite, qui est passée assez vite à travers la classe Figaro. Bien sûr, elle va avoir beaucoup plus que moi à apprendre sur un IMOCA, puisque j'ai engrangé toute une autre expérience entre mes débuts en Figaro et maintenant le Vendée Globe.
Malgré tout, ça n'empêchera peut-être pas de me battre. On verra bien. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'elle a la niaque, elle a monté un super projet. Elle sait faire de l'IMOCA aujourd'hui, elle sait manier un bateau de 20 mètres toute seule. Et ça, déjà, c'est assez génial à voir. Et j'ai absolument aucune crainte pour elle vis-à-vis de son Vendée Globe. Elle va y arriver sans problème. Dans le même ordre d'idées, dans cette édition-là, il y a quand même toute une génération où vous allez être adversaires, mais les gens ne savent pas forcément que vous êtes aussi potes dans la vie et que vous avez grandi ensemble, qu'une partie de tes adversaires-là seront tes anciens colocs, en fait. Et que Charlie et que Nico Lundven, c'est des gens avec qui tu as grandi. Comment vous l'abordez, vous, tous ensemble, cet accomplissement? Ouais, c'est vrai qu'on est déjà on est très potes dans toute la flotte. On se connaît tous très bien. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'entraide. Et donc c'est une catégorie assez géniale là-dessus, avec des profils très hétéroclites, donc des gens qui viennent de plein d'univers différents. Et donc c'est très riche et très intéressant. Et donc certains, avec qui j'ai plus ou moins passé du temps, notamment Nico Lundven, je le connais depuis que j'ai, je sais pas, 5 ou 6 ans, je pense. On suivait nos pères en régate quand on était jeunes. Et moi, je l'ai regardé de loin parce que pour moi, lui, c'était déjà un niveau largement au-dessus. Il faisait toutes les régates de la Trinité-sur-Mer, il allait faire le Fastnet, l'Admiral's Cup, des choses que moi, je ne faisais pas. Je n'avais même pas commencé à faire la régate. Et puis, ça a été le premier skipper pour qui j'ai travaillé sur une solitaire du Figaro. Donc, moi, je l'ai vraiment suivi et je pense qu'il m'a en partie donné envie voilà, de vivre moi-même ces courses-là en tant que skipper. Donc, on se connaît très bien, on s'est beaucoup côtoyé, on a beaucoup de respect l'un envers l'autre. On se voit de temps en temps. Hélas, on a tous peu de temps pour se voir, mais on s'apprécie beaucoup. Il y a Charlie Dalin, on a fait nos études, pas ensemble parce qu'il s'est trompé d'université, donc il est allé dans la mauvaise. Donc il a fait son cursus dans l'autre université à 10 minutes de moi, à Southampton. Et on a fait des Tours de France à la voile ensemble. On a été concurrents en Figaro. On a été, je ne sais pas comment on dit, co-skipper avec la Massif en Figaro ensemble, notamment en 2016 où on fait une année exceptionnelle où on rafle toutes les victoires à tous les deux. Voilà, donc il y en a plein comme ça que je connais bien. Damien Seguin, avec qui j'ai fait 3 Transat Jacques Vabre et que j'ai aidé un petit peu sur le dernier Vendée Globe. Voilà, donc beaucoup de gens comme ça que j'ai vu dans les magazines initialement, genre un Jérémy Bayou ou Jean Le Cam ou quelqu'un comme ça. Des gens avec qui j'ai grandi en régate ou grandi à l'université. Et puis après les jeunes que j'ai vu progresser, Violette, Benjamin Ferré, Tanguy Le Turquet, Clarisse et tout ça. Voilà, là, je suis un petit peu plus grand frère, même si je ne suis pas de beaucoup, mais voilà, on les a vus arriver dans nos catégories et donc c'est assez génial. Et en plus, on est beaucoup à être au centre d'entraînement à Port-la-Forêt et donc on partage des séances de formation, des séances d'entraînement tous ensemble. Donc voilà, on se côtoie toute l'année. Et alors, si tu nous racontes un peu ton analyse de la flotte, justement en termes sportifs, là, en termes de comment tu la séries, comment tu la ventiles? Ouais, alors à 40 bateaux, je ne sais pas si je suis capable de te refaire le listing entier de la flotte, mais globalement, dans ma tête, ça se passe de la façon suivante. Il y en a 7 pour le podium. Donc, je les ai cités, mais Charlie Dalin, Jérémy Bayou, Thomas Ruyant, Sam Goodchild, Sam Davis, Boris Herman, et puis nous, mais bon, je ne me compte pas dans les... Et après, il y a une flotte très proche derrière, alors je ne sais pas jusqu'à combien ça va, quasiment jusqu'au 15e, je pense, avec des Damien Seguin, Maxime Sorel, Bestaven, enfin bon, il y en a plein qui sont un peu dans cette division 2, même si j'aime pas trop l'appeler comme ça, puisqu'il n'y a pas de division et c'est l'avantage chez nous. Et après, le reste, je ne saurais pas trop juger leur catégorie, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ensuite ont des bateaux beaucoup moins performants, donc on ne parle même pas de se battre aux avant-postes. Des gens qui y vont avec des niveaux de voile où vraiment il y a plus une découverte de l'aventure,
la régate au large, et voilà, qui accumulent moins d'expérience. En tout cas, il y a une flotte intéressante aux avant-postes d'une quinzaine de bateaux qui, pour moi, vont finir par se battre pour les 5 premières places. Parce que une fois qu'il y aura les abandons et tout ça, il y aura un peu de ménage là-dedans. Et donc, je pense que les 15 premiers vont se battre. Les 15 favoris, on va dire, vont se battre pour les 5 premières places. Et alors, ça peut se jouer dans plein d'endroits différents, avec plein de scénarios possibles. Mais pour toi, quelles sont les 2-3 clés essentielles pour bien faire? Bah, pour bien faire, c'est dur parce que ça peut lourdement dépendre du scénario météo, ça c'est sûr. En scénario météo, pour moi, il y a un peu 2 phases. Une très classique où en fait, il faut descendre l'Atlantique le plus rapidement possible, prendre les tempêtes des mers du Sud et après c'est parti. Et là, le retour se fera jamais par derrière. Ça, c'est les scénarios 2012, François Gabard, 2016, Armel Lecléache. Par contre, 2020 était complètement différent avec des retours par derrière permanents, ce que l'on a commencé à voir de plus en plus dans les tours du monde. Il y a peut-être un effet du changement climatique ou des choses comme ça. En tout cas, il y a cette option-là. Je pense une des grosses difficultés pour l'avant de la flotte, c'est de ne pas s'autodétruire. C'est que le problème, c'est que là, on sait très bien qu'on a mené nos bateaux sur des transats de 10-12 jours et qu'à chaque fois, ils sont tous quasiment arrivés avec des problèmes de structure ou des problèmes sur les foils ou des problèmes sur les safrans. Du coup, on sait très bien qu'au rythme où on est capable de les mener, peut-être que le bateau ne tiendra pas. Donc il faut trouver le compromis qui nous permet de maintenir en vie le couple homme-bateau. Ce qui est très facile à dire et franchement impossible à faire. Parce qu'on ne sait pas où sont les fragilités de nos bateaux exactement. On sait juste qu'on a acquis de l'expérience qui nous permet peut-être de mieux les gérer. Mais ça, c'est super dur à dire. Donc voilà, il va falloir être hyper vigilant avec nos bateaux. Peut-être que dans un moment où les autres vont mettre la poignée dans le coin, il ne va peut-être pas falloir suivre, mais peut-être que c'est le moment qu'il ne fallait pas lâcher parce qu'après ça partait par devant comme ça. Donc c'est super dur à gérer. Sur le parcours, on reste sur cette idée-là. Évidemment, ce sont les mers du Sud qui font rêver tout le monde et qui donnent le sel à ce tour du monde. Toi, tu ne les connais pas. Il y en a d'autres qui les connaissent dans ces groupes de favoris. Est-ce que d'abord, ça, c'est un point en plus pour eux ou c'est quelque chose qui est finalement assez anecdotique? Et puis, qu'est-ce que ça évoque pour toi, les mers du Sud? Ouais, moi, je ne suis jamais allé dans les mers du Sud. Donc, c'est, on pourrait dire, un petit désavantage par rapport à certains de mes concurrents, forcément, puisqu'ils ont une expérience supplémentaire dans ces zones-là. Malgré tout, je crois qu'on a eu 2 transats en Atlantique Nord où on a eu des conditions assez corsées. Peut-être pas comparables aux grosses tempêtes du Sud, mais c'est toujours des conditions dans lesquelles je me suis senti à l'aise. J'ai un bateau qui est plutôt adapté à ces conditions-là, donc ça ne me fait pas plus peur que ça. Par contre, je sais qu'il y aura un élément de gestion, de connaissances locales, on va dire, que je ne peux pas inventer. J'ai suivi beaucoup de cours météo, j'ai beaucoup parlé avec eux. J'espère avoir emmagasiné un paquet de connaissances supplémentaires, mais ça ne peut pas remplacer l'expérience du Sud. Et toi, ça évoque quoi pour toi, le Sud? Le Sud, c'est surtout l'enchaînement des tempêtes, très régulier pendant un mois, tous les 2-3 jours. Front chaud, front froid, empannage, grosse mer, grosse houle. Voilà, c'est très long, très gris, très monotone. Forcément, ça ne peut pas être quelque chose qu'on va chercher. En tout cas, c'est pas ce que moi, je vais chercher. Malgré tout, le challenge de battre les mers du Sud est quand même hyper intéressant. Ça reste une navigation compliquée à réaliser. Et je pense que de repasser de l'autre côté, de ressortir, de revenir en Atlantique Sud, ça sera une petite victoire en soi et un accomplissement en soi déjà d'avoir réussi ça. Et donc j'ai beaucoup de respect pour les mers du Sud et j'espère m'y être préparé le mieux possible. En tout cas, j'espère aller au bout jusqu'au Cap Horn en tout cas.
Sur le plaisir, la joie, le plaisir, le kiff quoi, que toi tu prends, il va être où là, dans ces 3 mois? Bah, le kiff pour moi, c'est la régate, le résultat, forcément les bons choix, la bonne vitesse du bateau et tout ça. Ça, c'est hyper important. Après, il y a quand même une notion d'accomplissement d'un challenge hors norme. Faire le tour du monde en solitaire sur un bateau de 18 mètres semi-volant, ça reste un challenge incroyable. Et donc, on peut le terminer premier, mais on peut le terminer cinquième. Et on peut aussi bien le vivre en terminant cinquième. Donc, c'est aussi ce que j'essaye de garder à l'esprit, c'est que si ça ne se passe pas aussi bien que je le souhaite en termes de résultats, bah, quand même que j'arrive à apprécier le moment et à aller au bout de ce Vendée Globe avec la banane, même si on sait qu'il y aura des coups durs, il y aura des coups de déprime. Et ça, c'est normal. Mais voilà, j'essaye de me préparer un peu à tous les scénarios et puis ben, il arrivera ce qu'il arrivera. Et on peut terminer alors avec ton assos, les assos que tu soutiens, le projet que tu portes sur ce Vendée Globe et dont tu vas faire bénéficier ces assos d'une résonance médiatique assez rare finalement. Oui, donc je porte les couleurs d'Habitat et Humanisme, qui est une association qui se charge essentiellement de fournir des logements aux plus démunis et que j'ai pu rencontrer localement, qui nous suivent assidûment. Donc c'est intéressant parce que dans plein de maisons de vie qu'ils ont un peu partout en France, ils vont suivre l'aventure Vendée Globe. Donc ça leur fera un petit échappatoire, petite fenêtre sur l'extérieur. Et en tout cas, je suis très fier de porter leurs couleurs parce qu'ils font vraiment un boulot admirable pour des gens qui ont vraiment besoin d'aide aujourd'hui. Et voilà, vraiment une grande fierté de porter leurs couleurs. Et je soutiens une deuxième association qui s'appelle Humanité et Biodiversité, qui s'engage à protéger le vivant et faire en sorte qu'on vive un peu dans un monde meilleur dans les années à venir. Et voilà, donc j'aurais un peu une pensée pour eux quand je croiserai et de la faune très belle en vie dans les mers un peu autour du monde et à la fois toute la pollution aussi que je pourrais croiser qui est quand même une image assez déplorable de l'humanité mais que l'on peut en avoir et que l'on peut facilement trouver, donc des filets, des sacs plastiques ou des choses comme ça que je ramasse régulièrement dans mes appendices. Donc hélas, ça sera souvent un petit souvenir de l'impact de l'humain dans les mers tout autour du globe. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, il y a une norme qui est en train de s'imposer chez les organisateurs, c'est ces zones de protection. On l'a vécu là sur les transats, notamment sur l'arrivée à New York et Terre-Neuve. Est-ce que tu peux nous raconter ça un peu, ce que ça change pour vous, ce que tu en penses d'abord, de ces zones de protection des cétacés, puisque sur le Vendée Globe, ça sera aussi des bornes pour vous, en dehors des zones de glace. Il y aura aussi les zones de cétacés. Oui, depuis quelques transats, on a de plus en plus de zones interdites à la navigation pour nous, pour protéger les cétacés. En fait, ça va de pair avec la connaissance des lieux de vie et de migration des cétacés. Et donc on s'est forcément rendu compte qu'il était quand même préférable d'éviter ces zones-là pour éviter de rentrer en collision avec des baleines, par exemple. Donc on développe aussi des outils pour mieux détecter les cétacés, les objets flottants, les autres bateaux naviguant autour de nous sur la mer. Et donc tout ça fait partie d'une vigilance commune que l'on essaye de mettre à profit pour éviter d'avoir un impact un peu néfaste sur notre environnement. Donc les zones de cétacés nous éloigneront des zones de migration essentiellement et des grands cétacés. Merci.